Monsieur de Noailles fit passer le Terre à son armée le 28 mai devant le marquis de Villena, ou duc d'Escalène, car c'est le même vice-roi de Catalogne, et le défie. 1500 prisonniers, tout le canon et le bagage, et les ennemis en fuite et poursuivis. Ils y ont perdu 500 hommes. Monsieur de Noailles, 300. Le vieux Chazeron, chevalier de l'ordre et premier lieutenant-général de cette armée, eut tout l'honneur du passage et du combat. Monsieur de Noailles ne passa le Terre que pendant la déroute des ennemis. Au moins, c'est ce qui se débita et qui a été cru. Nous y avons eu peu d'officiers principaux blessés et gagné force drapeaux. Le commandant de la cavalerie espagnole, un sergent-major et quelques colonels ont été pris. Le marquis de Noailles, frère du maréchal, qui a apporté cette nouvelle, en fut brigadier avec 8000 livres de gratification, outre sa course. Palamos fut emporté le 7 juin, l'épée à la main. On leur y a tué 300 hommes et pris 600. La citadelle se rendit peu après, c'est-à-dire le 10, la garnison de 1500 hommes prisonnières de guerre. La place est considérable par son port et par elle-même. Cela fit chanter des Te Deum et valut une lettre de la main du roi à la vieille duchesse de Noailles. C'est toué une sainte fort aimable, qui avouée était longtemps dame d'atour de la reine mère, et bien avec elle et avec le roi. Toujours vertueuse à la cour, et depuis longtemps retirée à Chalon-sur-Marne, dans une grande solitude, et se confessant tous les soirs à l'évêque son fils. Monsieur de Noailles suivit sa pointe, et prit Gironne en 6 jours de tranchées ouvertes. La place capitula, le 29 juin, et la garnison de 3000 hommes ne servira point jusqu'au 1er novembre. Une si riante campagne valut au duc de Noailles des patentes de vice-roi de Catalogne, dont il prit possession dans la cathédrale de Gironne, et n'y oublia rien de toutes les cérémonies et les distinctions qui pouvaient le flatter. Il prit encore, par la témérité d'un seul homme, le château de Castelfolly, sur un pain de sucre de roche, fort haut, qui commande toute la plaine. Il prit envie à un soldat déterminé d'aller voir si le premier retranchement était gardé par beaucoup de monde. Il le trouva abandonné et y entra l'épée à la main, faisant de grands cris pour être suivi. Il le fut de 5 ou 6 autres qui entrèrent avec lui dans le second. Il était, l'on dit, plein de monde, mais qui s'épouvanta tellement de se voir attaqué dans un poste cru inaccessible, qu'ils crurent, au cri, avoir un assaut à soutenir, et, s'enfuyant, donnèrent une si chaude alarme au château, et furent si vivement poursuivis par ce petit nombre, qui cependant s'était fort accru, qu'ils entrèrent tous pêle-mêle, et que la place fut emportée avec beaucoup de carnage. Ostalric tomba aussi entre les mains de monsieur de Noailles, et termina cette heureuse campagne. L'amiral Russell avoué mouillé avec force vaisseau à Barcelone, où le marquis de Villena s'était retiré avec le débris de son armée, et nos forces navales n'étaient pas bastantes contre celles de Russell. Celles des ennemis avouaient visiter nos côtes tout l'été, bombarder ce qu'elles avouaient pu, et brûler presque toute la ville de Dieppe. Le chevalier de Lorraine, qui était à Forges, y courut avec quelques preneurs d'eau, et y aida de son mieux le maréchal de Choiseul et monsieur de Beuvron. Le roi écrivit au chevalier de Lorraine pour le remercier du zèle qu'il avouait témoigner. Il ne se passa rien en Italie, et tout s'y termina au blocus de Casale. Messieurs de Vendôme passèrent presque toute la campagne en Provence, où le maréchal Catinat les avouait détachés avec quelques troupes. En Flandre, on ne fit que s'observer et subsister. Il s'en passa une grande partie au camp de Vignamont, où à la fin les fourrages devinrent éloignés et difficiles. Le prince d'Orange fut obligé d'en aller chercher le premier, et prit son temps de décamper le 17, que presque toute l'armée de Monseigneur était au fourrage. Néanmoins, le soir même,
La gauche marcha avec les maréchaux de Villerouet et de Boufflers, lequel avouait joint depuis 2 jours, et le lendemain 18, Monseigneur et Monsieur de Luxembourg suivirent avec le reste de l'armée. Les ennemis avouaient 2 marches d'avance, et Monseigneur la Sambre et force ruisseaux et défilés à passer, et avouait à gagner le camp d'Espierres avant qu'ils s'en fussent saisis. Son armée marcha en plusieurs corps séparés. L'infanterie fut soulagée par un grand nombre de chariots qu'on fit trouver, et la Sambre convoya l'artillerie et les vivres tant qu'on s'en put aider. La marche se fit avec un grand ordre et une telle diligence, le maréchal de Villerouet toujours en avant, que Monseigneur prit le camp d'Espierres le 25, en même temps que la tête des ennemis par Ouessouet de l'autre côté. On se canonna le reste du jour, le ruisseau d'Espierres entre deux, et les ennemis, sur le soir, se retirèrent. Cette importante marche fut très belle et fort admirée. Le reste de cette campagne ne fut plus que subsistance. Les princes s'en allèrent d'assez bonne heure à Fontainebleau, et Monsieur de Luxembourg, après leur départ, courut en vain en personne avec quelques troupes pour enlever le quartier du comte d'Athlone qu'il trouva décampé sur la vie qu'il avouait eue. Notre campagne d'Allemagne s'acheva fort tranquillement. Nous demeurâmes 40 jours à Gavböckleim, dans le plus beau et le meilleur camp du monde, et par un temps charmant, quoique tournant un peu sur le fouet. Ce commencement de fouet m'y attira une dispute pour une maison avec Desclainvilliers, maître de camp de cavalerie. Cela alla pourtant jusqu'à monsieur le maréchal Delorge, qui sur le champ m'envoyait à dire par Permillac, maréchal des logis de la cavalerie, que la maison est touée à Mouet, et qui le signifia à Desclainvilliers. Peut-être lui en dit-il davantage, car Desclainvilliers vint dès le soir à Mouet, qui causouait sur le pas de ma porte avec le prince de Talmont, et 5 ou 6 autres brigadiers ou maîtres de camp, et me fit force excuse. Il revint encore chez Mouet 2 jours après. Je le fus voir ensuite, puis lui donnai à dîner avec d'autres. Comme j'avouais toujours du monde à manger, généraux, maîtres de camp et autres officiers. C'était un brave homme, épais, mais bon homme et galant homme, et qui savouait fort bien mener une troupe de cavalerie. Après un si long séjour dans un camp abondant, il fallut aller ailleurs. Le maréchal Delorge voulut laisser un gros corps d'infanterie en Alsace pour empêcher les ennemis d'y entrer par un pont de bateaux diligemment jeté, quand il s'en serait éloigné pour ses subsistances. Il ne se rendit point aux représentations de Lagrange, intendant de l'armée, qui l'étouait aussi d'Alsace. Celui-ci écrivit à la cour, manda que, si cette infanterie demeurait en Alsace, elle mettrait la province hors d'état de payer 100 000 écus prêts à toucher, que c'étouait des inquiétudes et des précautions inutiles, et qu'il répondait sur sa tête que les ennemis ne passeraient pas le Rhin, et n'étaient pas même en état d'y songer. Par Bézieux, qui avec tous ses grands airs s'entourait plus l'intendant que le général d'armée, et plus enclin aussi à croire l'un que l'autre, mit le rouet de son côté, tellement que le maréchal reçut un ordre positif tel que Lagrange l'avouait proposé. À cela le maréchal Delorge ne put qu'obéir, et, ne trouvant plus de subsistance plus proche que les bords de la Nave, il se mit, avec la première ligne, tout contre Kreuznach, et envoya Tallard avec la seconde au-delà de cette petite rivière, guéable partout, dans le Hunsrück, où nous eûmes des fourrages et des vivres en abondance. À peine la goûtions-nous, que Tallard reçut ordre de partir aussitôt avec toutes ses troupes pour aller rejoindre le maréchal Delorge. C'est que le prince Louis de Bade avouait calculer sur notre éloignement qu'il aurait le loisir de faire une rafle en Alsace avant que nous pussions être rejoints, et de se retirer avant que nous pussions aller à lui. Il avouait donc jeter un pont de bateaux sur le Rhin à Hagenbach, à la faveur d'une grande île dans laquelle il avouait mis de l'artillerie, et de là s'était espacé en Alsace par corps séparés.
Au premier avis, le maréchal de Lorges s'était porté avec quelque cavalerie jusqu'à Landau, où le maréchal de Joyeuse lui mena ses troupes. Et nous partîmes le lendemain de l'arrivée de l'ordre pour passer la Nave et camper le lendemain à Flonheim. Tallard y eut avis que le prince de Hesse se préparouait, avec 20 000 hommes, à l'attaquer le lendemain dans sa marche, mais ce que nous appréhendions, c'était de trouver le défilé de Durkheim occupé, où il était aisé d'empêcher le passage et de tenir ainsi les deux lignes de notre armée séparées et par conséquent fort embarrassées, et de désoler l'Alsace, tandis que la première ligne seule ne le pourrait empêcher et que la seconde demeurerait inutile. Dans cet embarras, il se trouva une cousine de l'homme chez qui j'étais logé, qui arrivait de Mayence, d'où elle était partie la veille, et je le sus de mes gens qui le découvrirent. Elle ne parlouait qu'allemand, et je la menai à Tallard, qui me pria de lui servir d'interprète. Nous sûmes d'elle que les portes de Mayence étaient fermées, qu'on n'y laissait entrer personne de ce côté-ci, et que l'on en avouait fait sortir, qu'elle avouait vu quantité de tentes au-delà de Mayence, et que des hussards lui avouaient dit que c'était le prince de Hesse qui allouait joindre le prince Louis. Cela ne nous instruisit guère. Tallard, n'ayant aucun avis des partis qu'il avouait, en envoya encore 2 dehors. Nous avions bien fait 14 lieues de France, et n'étions arrivés qu'à 8 heures du soir, de sorte qu'il fallut bien donner la nuit au repos, et nous avions encore 8 lieues jusqu'au défilé de Durkheim. Nous marchâmes le lendemain dans la disposition de trouver les ennemis, dont il ne parut nul vestige. Et on sut, après, que ce camp sous Mayence était de 8 000 hommes, plus envieux de butin que de combat. Romainville, avec sa réserve, avouait pris en partant d'Arienthal dans le Hunsrück où nous étions, un autre chemin par les montagnes avec les bagages, de sorte que nous marchions légèrement. Nous traversâmes les défilés de Durkheim sans aucun obstacle, et nous campâmes encore à 4 lieues au-delà, à 2 lieues près de la première ligne avec laquelle le maréchal de Joyeuse nous attendait. Tallard poussa jusqu'à lui pour recevoir ses ordres, qui furent de marcher le lendemain sur Landau. En chemin, nous joignîmes la première ligne, et ce fut une grande jouée pour toutes les deux que cette réunion. J'allai tout de suite à Landau voir monsieur le maréchal de Lorges, qui avouait attendu son armée avec impatience. Je le trouvai dans le jardin de Mélac, gouverneur de la place et un des lieutenants généraux de l'armée, avec presque tous les officiers généraux, et Lagrange, fort embarrassé de sa contenance et la tête fort basse. Nous y apprîmes que les ennemis, répandus en plusieurs corps, avouaient enlever un grand butin et quantité d'otages, et qu'ils se retranchaient fort dans l'île et dans les bouées d'Hagenbach. Mais le nombre de ceux qui avouaient passer le Rhin, on ne le sut jamais. Ce n'était pas faute de soin. Mélac avouait battu un gros parti des ennemis, où Girardin avouait été légèrement blessé au ventre. C'était un très bon officier, brigadier de cavalerie et fils de Veillac, chevalier de l'ordre en 1661, qui était à monsieur et gens de fort bonne maison. Il avouait servi de lieutenant général en Irlande et y avouait commandé l'armée après la mort de Saint-Ruth qui y fut tué. Mais il avouait déplu à monsieur de Louvoué qu'il avouait donner au roué pour un ivrogne. Il en était bien quelque chose et il en était demeuré là. Le lendemain, après une longue marche, on prit un corps fort étendu, d'où le marquis d'Allègre, maréchal de camp de jour, prit en arrivant les gardes et les dragons de Bretoncelle pour aller voir ce qui était dans la plaine au-delà. Il poussa jusqu'au Bouet, où il força un grand retranchement, d'où il chassa le général Soyer. On se reposa le lendemain. Le jour suivant, les 2 maréchaux se mirent en campagne. Monsieur de Lorges, pour aller chasser les ennemis de Weissembourg, qu'il en trouva délogés, monsieur de Joyeuse pour aller dans les bouées, où il trouva un grand retranchement qu'il n'avouait pas assez de troupes pour forcer. Le lendemain, on se reposa encore.
Le surlendemain, on laissa tout plier dans le camp, et on marcha aux ennemis en colonne renversée. On n'avouait pas fait beaucoup de chemin à travers de grands abattis d'arbres, qu'on sut que les ennemis avouaient repassé le Rhin, et rompu et retiré leurs ponts, de sorte que l'armée s'en retourna au camp aussi triste qu'elle en était partie gaillarde. 3 jours après, les ordres arrivèrent en ce même camp pour la séparation des troupes. Il portait que Tallard y rouait aux 2 ponts, le maréchal de Joyeuse dans le Hunsrück, et le maréchal de Lorge où il les juge rouer à propos, avec une destination de troupes et d'officiers généraux pour chacun des troués. Le maréchal de Joyeuse sut d'abord la sienne et n'en dit mot. Souhait, oubli ou autre raison, le maréchal de Lorge ne lui en parla point, mais le jour de la séparation, il lui écrivit le matin par un page qui le priait de partir dans 2 heures. Joyeuse, piqué, répondit verbalement qu'il n'était préparé à rien et qu'il ne pouvait partir, puis s'alla promener. Le maréchal de Lorge, inquiet de cette réponse, s'en allouait chez lui, lorsqu'il le rencontra se promenant, et qui ne détourna point son cheval pour aller à lui. L'autre le joignit. L'abord fut très froué. Les propos furent de même. Excuse de l'un, plainte de l'autre, et fermeté à ne point partir. Ils se quittèrent de la sorte. Le maréchal de Lorge, inquiet de plus en plus, avouait des ordres précis, et la matinée s'avançait. Il eut recours à la négociation, et il en chargea le marquis d'Uxelles, chevalier de l'ordre et lieutenant général, et Vaubecourt, maréchal de camp. Ils allèrent trouver le maréchal de Joyeuse, qu'ils persuadèrent de venir au moins chez l'autre maréchal, et qu'ils y amenèrent. Ils s'y entendirent la messe, puis s'enfermèrent. Au bout d'1 heure, ils sortirent, et les ordres furent donnés pour le départ du maréchal de Joyeuse et de ses troupes dont j'ai tué. Et les 2 maréchaux allèrent dîner ensemble chez le marquis d'Uxelles au quartier du maréchal de Joyeuse, qui étouait le chemin du départ, qui ne se put faire qu'après-midi. J'étouai fort bien avec le maréchal de Joyeuse, qui me fit loger après le dernier maréchal de camp et devant Arlus, mon brigadier, qui, comme l'ancien des brigadiers de notre petite armée, y commandait la cavalerie. Il n'en fut point fâché. Mais les autres brigadiers ne le trouvèrent pas trop bon, et moins que le prince palatin de Birkenfeld, fort de mes amis, et qui ne m'en dit rien. Il est tué capitaine d'Ambicie, 2e brigadier de ce corps. Notre brigade échut à Naurum, sur le bord de la Nave, fort près d'Eberbourg, noyé dans le fourrage. J'y demeurai jusqu'au 16 octobre, que le maréchal de Joyeuse me donna congé de fort bonne grâce, et je m'en allai à Paris par Metz, où je vis monsieur de Sèves, qui est tué premier président du Parlement. C'est tué un des plus intègres et des plus éclairés magistrats, qui avouait été fort des amis de mon père. Avant de rentrer dans Paris, il faut réparer un oubli. Lorsque nous étions au camp de Gau-Bockheim, la bretèche fut chargée d'aller reconnaître quelque chose vers Rheinfels. C'était un gentilhomme qui avouait perdu une jambe à la guerre, qui avouait été partisan distingué, qui avouait acquis une capacité plus étendue, très galant homme d'ailleurs, et en qui le maréchal de Lorge se fiait fort. Il était un des lieutenants généraux de son armée et, nonobstant ce grade, il ne voulut prendre avec lui que 200 hommes de pied et 150 dragons. Arrivé à la nuit, après une grande traite à un village à 4 lieues de Rheinfels, il s'y arrêta, posta son infanterie, tint quelques dragons à cheval dehors, et le reste attacha ses chevaux à une haie devant la grange, où la bretèche se mit à manger un morceau avec les officiers. Comme ils étaient à table, la lune qui était belle s'obscurcit tout d'un coup. Et voilà un orage affreux d'éclairs, de tonnerre et de pluie. Aussitôt, la bretèche, craignant quelque surprise par ce mauvais temps, fait monter les dragons à cheval, y monte lui-même, et dans cet instant entend une grosse décharge qui justifie sa précaution.
Il donne ses ordres à celui qui commandouait les dragons, et s'en va à son infanterie et la dispose. Il revient tout de suite à ses dragons, n'y en trouve plus que 2 ou 3 avec un seul capitaine et nul autre. Au désespoir de cet abandon, il retourne à son infanterie, charge les ennemis, profite de l'obscurité et du désordre où il les met, les pousse et les chasse du village, quoique Trouillefou est plus fort que lui, et est légèrement blessé au bras et à la cuisse, et parce que le jour allouait poindre, se retire en bon ordre à Eberbourg. En chemin, il rencontra une des troupes de dragons qui l'avouait abandonné. Le capitaine, qui l'amenouait, eut l'impudence de lui demander s'il voulouait qu'il l'escortât, et s'attira la réponse qu'il méritait. Sur quoi les dragons se mirent à faire des excuses à la bretèche, et à rejeter cette infamie sur leurs officiers qui les avouaient emmenés malgré eux. De notre camp à Eberbourg, il n'y avouait que Troëlieu. La bretèche, qui était fort aimée et estimée, fut fort visitée de toute l'armée. J'y fus des premiers. Il en fut quitte pour y demeurer 10 ou 12 jours. Il eut la générosité de demander grâce pour ses dragons, et le maréchal de Lorge, naturellement bon et doux, la facilité de la lui accorder. Il ne faut pas ôter à Marsal, capitaine des guides, l'honneur qui lui est dû. Il avouait suivi la bretèche, ne le quitta jamais d'un pas, et fit très bien son devoir. Il eut depuis une commission de capitaine d'infanterie, et il entendouait fort bien son métier. Il avouait commencer, disouait-on, par être maître de la poste d'Hombourg, d'où la bretèche était gouverneur et d'où il l'avouait tiré. Ce fut dans le loisir de ce long camp de Gaff-Becleim que je commençai ces mémoires, par le plaisir que je pris à la lecture de ceux du maréchal de Bassompierre, qui m'invita à écrire aussi ce que je verrouais arriver de mon temps. Nous trouvâmes à notre retour le maréchal d'Humières mort. C'était un homme qui avouait tous les talents de la cour et du grand monde et toutes les manières d'un fort grand seigneur, avec cela homme d'honneur, quoique fort liant avec les ministres et très bon courtisan. Ami particulier de M. de Louvoué, qui contribua extrêmement à sa fortune, qui ne le fit pas attendre, il était brave et se montra meilleur en second qu'en premier. Il était magnifique en tout, bien avec le roué, qui le distinguait fort et était familier avec lui. On peut dire que sa présence ornait la cour et tous les lieux où il se trouvait. Il avouait toujours sa maison pleine de tout ce qu'il y avouait de plus grand et de meilleur. Les princes du sang n'en bougeaient, et il ne se contraignait en rien pour eux ni pour personne, mais avec un air de liberté, de politesse, de discernement, qui lui était naturel et qui séparouait toute idée d'orgueil d'avec la dignité et la liberté d'un homme qui ne veut ni se contraindre, ni contraindre les autres. Il avouait les plus plaisantes colères du monde, et surtout en jouant, et avec cela le meilleur homme du monde, et que tout le monde aimait. Il avouait le gouvernement général de Flandre et de l'île, où il tenouait comme une cour, et avouait fait un beau lieu de Monchy à 2 lieues de Compiègne dont il était capitaine. Le roué l'avouait souvent aidé à accommoder Mouchy, et y avouait été plusieurs fois. Monsieur de Louvoué, à qui la mort du duc de Lude voulut rogner l'office de grand maître de l'artillerie en faveur de sa charge de secrétaire d'État, fit faire le maréchal d'Humières grand maître en son absence, comme il revenait d'Angleterre complimenté de la part du roué, le roué Jacques II, sur son avènement à la couronne. Ce ministre contribua beaucoup à le faire duc et vérifier, et à lui faire accorder la grâce très singulière de faire appeler dans ses lettres celui qui, avec l'agrément du roué, épouserouait sa dernière fille, belle comme le jour, et qui l'aimait passionnément. Il avouait perdu son fils unique sans alliance au siège de Luxembourg. Il avouait marier sa fille aînée au prince d'Isanguin en obtenant un tabouret de grâce, et la seconde Avassée, vidame du Mans, qui s'était remariée à Surville, cadet d'Hautefort,
dont elle avouait été longtemps sans voir son père. Le maréchal mourut assez brusquement à Versailles. Il regretta amèrement de n'avoir jamais pensé à son salut ni à sa santé. Il pouvait ajouter à ses affaires, et mourut pourtant fort chrétiennement, et fut généralement regretté. On put remarquer qu'il fut assisté à la mort par trois antagonistes, Monsieur de Meaux et l'abbé de Fénelon, qui écrivirent bientôt après l'un contre l'autre, et le père Caffarot, théatin, son confesseur, qui, s'étant avisé d'écrire un livre en faveur de la comédie pour la prouver innocente et permise, fut puissamment réfuté par Monsieur de Meaux. Le maréchal de Boufflers eut le gouvernement de l'île et de la Flandre, en se démettant de celui de Lorraine qui fut donné au maréchal de Lorges, lequel sentit vivement cette préférence de son cadet, qui valant beaucoup ne le valouait pourtant pas. Monsieur du Maine eut l'artillerie en quittant les galères, qui furent données à Monsieur de Vendôme en son absence. Ainsi, les bâtards durent être assez contents de cette année. Le rouet donna une pension de 20 000 livres à la maréchale d'Humieres, qui sans cela aurait été réduite à fort peu. Et ce fut le premier exemple d'une si forte pension à une femme. Elle étouait la Châtre, avouée était fort belle et riche, car elle étouait unique, et avouée était dame du palais de la reine. S'étouait une précieuse qui importunait quelquefois le maréchal et toute sa bonne compagnie, et qui, avec un livre de compte qu'elle avouait toujours devant elle, croyait tout faire et ne fit rien que se ruiner. Elle se retira dans une maison borgne, au dehors des carmélites du faubourg Saint-Jacques, s'y fit dévote en titre d'office, et se mêla après de tout ce dont elle n'avouait que faire, et peu d'accord avec ses enfants.